Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la LPM 2024 avec Mathieu Feuillet. Bonjour Mathieu. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributrices et les contributeurs Non Limite Sécu sont Jamila Boutmer. Bonjour. Paul Amar. Bonjour. Et Marc-Antoine Ledieu. Bonjour. Alors Mathieu, on a déjà eu le plaisir de te recevoir pour la précédente version de la LPM, mais pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi cet épisode, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Avec plaisir. Donc je suis Mathieu Feuillet, je suis sous-directeur opération à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et à ce titre, je suis également chef du CERT-FR. Alors Mathieu, quel est le rapport entre cybersécurité et loi de programmation militaire ? Alors la loi de programmation militaire, c'est une loi qui est votée tous les 5 ans et qui permet de fixer un cadre budgétaire pour les armées. Donc quels sont les moyens qui seront choisis pour les armées pour les 5 années qui viennent, que ce soit en termes de budget, de matériel, etc. Et donc, mais c'est aussi un véhicule qui est utilisé par le ministère des Armées pour faire passer un certain nombre de dispositions normatives, c'est-à-dire de modifications de la loi pour répondre aux besoins des armées. Et par extension, il y a d'autres dispositions normatives qui sont mises dans cette loi pour répondre aux besoins de la défense et de la sécurité nationale. Et donc c'est à ce titre-là qu'on va retrouver des dispositions en matière de cybersécurité qui concernent l'ANSSI. Et c'est la 3e loi de programmation militaire où on retrouve de tels dispositifs. Dans la loi de programmation militaire d'il y a 10 ans, c'est là qu'ont été introduits les dispositions qui sont des obligations réglementaires à destination des opérateurs d'importance vitale. Et puis, il y a 5 ans, on a introduit des premiers dispositifs opérationnels sur lesquels on pourra sans doute revenir tout à l'heure. Alors justement, parmi les nouveautés de cette version, est-ce qu'il y en a qui viennent en complément de la précédente version ? Tout à fait. Donc en fait, pour ceux qui voudraient aller regarder les textes précisément dans le texte de loi, donc les dispositions dont on va parler aujourd'hui sont les articles 64 à 67, et donc l'article qui complète, qui fait évoluer plutôt les dispositions qu'on avait mises dans la loi de programmation militaire précédente, c'est l'article numéro 67. Donc c'est un article qui est un peu comme il modifie les textes précédents, il contient plusieurs éléments. Il y en a 2 principaux sur lesquels il me paraît intéressant de revenir aujourd'hui. Le premier, c'est la modification d'un article du Code des postes et communications électroniques, qui est l'article L3314. Je donne les références parce que je sais qu'il y a des juristes dans les auditeurs de notre limite sécu qui voudront peut-être aller regarder. Mais pour ceux qui n'ont pas envie d'aller regarder, d'aller lire l'article sur Légifrance, c'est un article qui nous permet de donner des marqueurs techniques aux opérateurs de communication électronique. Donc c'est des marqueurs techniques qui servent principalement à marquer donc des marqueurs techniques d'une infrastructure attaquante, donc des adresses IP de serveurs de contrôle commande, ce genre de choses. Et donc on va donner aux opérateurs de communication électronique pour identifier leurs abonnés qui communiqueraient avec ces infrastructures de contrôle commande des attaquants, dans l'optique de pouvoir prévenir, identifier ces abonnés et les prévenir pour vérifier si par hasard ils ne sont pas victimes d'un incident de sécurité lié à cette infrastructure d'attaque. Tout ça, c'était déjà prévu par la loi de programmation militaire de 2018, et donc dans celle de 2023, on a rajouté le caractère obligatoire pour certains opérateurs de communication électronique de mettre en place de tels dispositifs au profit de l'ANSSI. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Parce qu'on s'est rendu compte que la mise en œuvre de ces dispositifs-là représentait des coûts assez significatifs pour les opérateurs de communication électronique, et donc en le mettant en place que de manière facultative, l'État n'avait pas la possibilité de compenser financièrement les opérateurs de communication électronique pour les investissements nécessaires pour leur mise en place d'un tel dispositif. Et donc là, on l'a rendu obligatoire pour les opérateurs de communication électronique qui ont également un statut d'opérateur d'importance vitale, c'est-à-dire
des opérateurs de télécommunications dont un dysfonctionnement poserait une difficulté au fonctionnement du pays. Et donc ceux-là ont obligation de mettre en place ces dispositifs. Et donc en contrepartie, on peut financer une partie de l'investissement qui sera nécessaire pour mettre en place ces dispositifs. Donc ça, c'est le premier dispositif qui a été modifié. Le second dispositif qui a été modifié, c'est la modification d'un article qui s'appelle l'article L2321-2-1 du Code de la Défense, et qui est un article qui, en 2018, nous permettait de mettre en place une supervision sur la base de marqueurs techniques devant un équipement ou un serveur qui est contrôlé par un attaquant. Donc un serveur d'infrastructure de l'attaquant qui se trouve en France chez un hébergeur, par exemple. Et donc, ce qu'on pouvait faire en 2018, c'est étudier le trafic de ce serveur contrôlé par un attaquant afin au travers de marqueurs techniques, afin de mieux comprendre les techniques, tactiques et procédures mises en œuvre par l'attaquant, et afin de détecter des victimes pour pouvoir les prévenir. La modification qui a été faite dans le texte, donc elles sont de plusieurs ordres. D'abord, on a ouvert la possibilité de demander des copies de mémoire des serveurs contrôlés par l'attaquant pour pouvoir récupérer dedans les éléments relatifs à l'attaquant, ses codes d'attaque, par exemple. Et la deuxième chose qu'on a permis, c'est de pouvoir faire une analyse du trafic réseau sans passer par les marqueurs techniques, ce qui permet de prendre en compte en fait des attaquants dont on ne connaît pas ou pas suffisamment précisément les tactiques, techniques et procédures. Si on ne connaît pas exactement quels sont les malwares, les protocoles qu'ils utilisent, etc., on n'aura pas forcément les marqueurs qui nous permettront d'analyser le trafic uniquement au travers de marqueurs techniques. Et la dernière modification qu'on a faite, c'est que historiquement, on pouvait le faire que chez des hébergeurs au sens de la loi, c'est-à-dire tels qu'ils sont définis dans une autre loi qui s'appelle la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Et maintenant, on peut le faire aussi pour les gestionnaires de salles. Pourquoi ? Parce que dans la mise en œuvre de ce texte sur les dernières années, on a eu des cas de machines qui étaient contrôlées par un attaquant, clairement présentes dans une salle en France, mais dans des salles où les équipements n'appartiennent pas le propriétaire de la salle, le gérant de la salle n'a pas se contente de louer de la place en baie et puis de fournir électricité, refroidissement, etc. Et dans ce cadre-là, le texte ne s'appliquait pas. Dès lors que le propriétaire de l'équipement était une société étrangère et qui ne répondait pas forcément à nos sollicitations. Donc là, on aura possibilité également de mettre en place nos dispositifs sur de tels équipements en échangeant avec le gestionnaire de salle. Voilà les deux modifications principales qui ont été faites au travers de cet article 67 sur les textes sur les dispositions qui avaient été prises par la loi de programmation militaire de 2018. Et ça, on parle de quelle échéance exactement pour la mise en application ? Alors, pour la mise en application, donc la loi a été promulguée le 1er août, et maintenant, nous, on est en train d'écrire les décrets d'application, et donc on a 6 mois pour le faire. Ça, c'est un principe général qui s'applique à tout texte de loi, et donc ça nous emmène jusqu'à début février. Fin février. Voilà. Donc les décrets doivent avoir été promulgués fin février. Marc-Antoine, tu voulais réagir ? Oui, dans ce texte donc modifié du Code des postes et communications électroniques et du Code de la défense, il est fait référence donc à un décret dont Mathieu vient de nous parler, et on avait un décret qui était très intéressant, le décret pris en application de la précédente LPM. Donc le décret était du 13 décembre 2018, et on avait une définition légale des marqueurs techniques. Et je vous la livre juste, elle est un peu compliquée, mais en fait, c'est tout à fait l'esprit du texte qu'on retrouve dans ce décret. Marqueurs techniques, 2 points. Alors, attention, la phrase est longue. Des éléments techniques caractéristiques d'un mode opératoire d'attaque informatique permettant de détecter une activité malveillante ou d'identifier une menace susceptible d'affecter la sécurité des systèmes d'information, 3 points de suspension, qui vise à détecter les communications et programmes informatiques malveillants et à recueillir et analyser les seules données techniques nécessaires à la prévention et à la caractérisation de la menace. Point.
Donc c'est tout à fait ça, c'est de la donnée qui est purement technique, il y a plein de garanties RGPD qui ont dit clairement dans ce texte-là, on ne prend pas de données à caractère personnel, c'est vraiment les marqueurs techniques, et donc on attend, et dans le projet de LPM, il était déjà fait référence à ce décret déjà pris en disant ce serait bien si on s'inspirait de ça pour poser les nouvelles données techniques qu'on va pouvoir collecter de manière élargie comme vient de le décrire Mathieu. Jamila ? Oui, pour rebondir sur ce que vient de dire Marc-Antoine, donc du coup, je pense que c'est assez clair sur la qualité ou la teneur de ce que l'on va collecter. En revanche, juste si on pouvait revenir sur l'analyse du trafic réseau sans passer par des marqueurs spécifiques, parce que j'imagine que ça a dû créer pas mal de fantasmes, sinon des levées de boucliers éventuellement. Donc, est-ce qu'on peut un peu préciser sur le process, autant que faire se peut, sur ce point-là précisément? Oui, bien sûr. Alors déjà, il y a un premier point qu'il faut peut-être effectivement repréciser, c'est que ces deux dispositions, elles sont mises en place avec un contrôle très fort d'une autorité administrative indépendante qui est l'ARCEP. Et puis il y a aussi la CNIL qui peut avoir son mot à dire sur la gestion des données à caractère personnel au titre de ces missions. Donc, pour répondre à ta question, que ce soit la copie de mémoire, copie de disque, copie de mémoire vive, etc., ou la capture de trafic, il y a une première phase qui est une phase de discrimination où on va faire le tri entre les données qui sont effectivement celles de l'attaquant, donc du trafic malveillant qui correspond à l'activité de serveur de contrôle commande de l'attaquant, du trafic qui n'aurait pas de lien avec justement ce besoin de caractériser les techniques de l'attaquant et d'identifier les victimes. Et donc toutes les données qui ne sont pas pertinentes eu égard à la finalité des textes, elles doivent être détruites dans un délai très court. Donc ça, c'est pas un délai qui est précisé dans la loi, mais qui sera précisé de manière réglementaire. L'objectif, c'est qu'on soit sur quelques jours, donc vraiment sur une durée très courte. On a un temps d'analyse pour pouvoir dire, donc typiquement on fait une analyse d'un disque dur, on extrait les codes malveillants que utilise l'attaquant, ses journaux d'activité et tout ce qui est à côté qui ne correspond pas à l'activité de l'attaquant. Ce qui peut être le cas typiquement si on est sur un serveur qui a été compromis par un attaquant et donc qui contient aussi une activité légitime. Ces données sont détruites immédiatement. Et après, les données qu'on a extraites qui correspondent effectivement à l'attaquant, à son travail, on a le droit de les conserver pour une durée de 2 ans. Je sais pas si ça répond complètement à ta question, Jamila. Oui, merci beaucoup. Alors, quels sont les autres points de cette version de la LPM ? Alors, il y a 3 autres articles, donc, comme je l'expliquais. Un autre article qui s'intéresse, sur lequel effectivement on a pas mal de sollicitations, c'est l'article 66 de la LPM, donc qui introduit un nouvel article dans le Code de la Défense, qui est l'article 2321-4-1. Et donc cet article, il s'adresse aux éditeurs de logiciels dans 2 situations. Lorsqu'ils ont une vulnérabilité d'un de leurs produits qui est une vulnérabilité significative, donc ça c'est un point très important sur lequel on pourra revenir tout à l'heure, ou s'ils ont eu un incident qui a affecté leur système d'information et qui est susceptible d'affecter la sécurité d'un de leurs produits. Alors à ce moment-là, les éditeurs ont plusieurs obligations. Ils doivent nous notifier de cette vulnérabilité ou de cet incident et de l'analyse qu'ils ont faite des causes et des conséquences de cet incident. Et puis, ils doivent informer les utilisateurs de leurs produits en France dans des délais qui seront précisés plus tard par décret. Et donc, c'est un point qui en fait, ça suscite pas mal d'interrogations, mais l'objectif, c'est juste que les éditeurs mettent en place un système de divulgation coordonnée de leur vulnérabilité et qu'ils ne puissent pas avoir une gestion par le déni à la fois des vulnérabilités
et puis des incidents qui les affectent. De mon expérience, on va avoir en fait deux catégories. En fait, c'est un cadre qui va être assez sécurisant pour une bonne partie des éditeurs, parce qu'il y en a beaucoup qui sont prêts à travailler avec nous, qui font une gestion de vulnérabilité tout à fait raisonnable, mais néanmoins, on avait un peu de mal parfois à discuter avec eux, parce qu'ils n'étaient pas forcément très rassurés sur le cadre légal dans lequel ils se plaçaient lorsqu'ils communiquaient avec nous sur un incident ou une vulnérabilité qui affectait un de leurs produits. Avec ce texte de loi, ils ont clairement un cadre légal qui leur donne une obligation, mais à l'inverse les protège lorsqu'ils échangent avec nous sur ces sujets-là. Et puis le deuxième point, c'est lorsque on a des petites sociétés, des petits éditeurs de niche sur certains produits, etc., qui ne cherchent pas forcément à informer tous leurs clients. À ce moment-là, on a un moyen de pression pour qu'ils se mettent en ordre de marche sur ce sujet-là. On l'a notamment, nous, vu malheureusement dans le domaine de la santé, où certains éditeurs spécialisés, dont les produits ont été impliqués dans des incidents qu'on a eu à traiter dans des hôpitaux, ne mettent pas forcément l'énergie dans la gestion de leur vulnérabilité qu'ils devraient. Et donc, là, on a un moyen de pression qui est celui qu'on peut publier les injonctions qu'on leur envoie à notifier leurs clients. On peut les publier, donc faire un petit peu de naming and shaming en bon français. Et pour bien comprendre, là, Mathieu, est-ce qu'il y a, on va dire, un critère, je sais pas, par exemple, du nombre de personnes qu'on a? Est-ce que ça s'applique au TPE? Est-ce que au PME? Est-ce que vraiment tout le monde est concerné à partir du moment où on est éditeur logiciel? Donc, tout est dans le mot significatif qui est prévu par la loi. Et donc, c'est ça qui est important et qu'on va décliner par décret. On est en train de justement de préciser le caractère significatif et qui va se faire effectivement par l'impact de la vulnérabilité en matière effectivement à la fois de criticité de celle-ci et puis de nombre d'utilisateurs ou de leur qualité. Le point qui est important, c'est que pour tout ce qui est les décrets d'application de la loi de programmation militaire, il y a des consultations qui vont avoir lieu, c'est-à-dire qu'on est en train de préparer une première version du décret, et puis dans quelques semaines, on va aller voir des éditeurs, des associations professionnelles qui les représentent, pour leur présenter le projet de décret, recueillir leur avis, voir quelles difficultés ça pourrait poser pour certains d'entre eux, et puis évidemment ajuster le texte en fonction de leur retour pour arriver à quelque chose qui permette de bien répondre à l'objectif. Et en dehors des aspects de communication, est-ce qu'ils seront dans l'obligation de corriger également? Ils ont une obligation d'information à leurs clients, pas forcément une obligation de correction. Ça correspond aussi à l'idée que on peut avoir des vulnérabilités qui émergent sur des très vieux produits. Et que du coup ils sont plus forcément maintenus. Ils auront une obligation de communication et pas de correction. Moi j'ai une question qu'on m'a posée à plusieurs reprises sur la définition d'éditeur de logiciel concerné par ça. Je cite, là elle est moins longue que la citation de tout à l'heure, je vais pas faire que des phrases de 15 lignes. On entend par éditeur de logiciel, au sens de l'article machin, toute personne physique ou morale qui conçoit ou développe un produit logiciel, d'accord, ou fait concevoir ou développer un produit logiciel et qui le met à disposition d'utilisateurs à titre onéreux ou gratuit. Très bien. Est-ce que là-dedans rentrent les logiciels libres qui sont fournis, par exemple les librairies, comme il y en a énormément, par un prestataire qui va dire, moi, mon outil, si on est on-prem, ou mon service, s'il est SaaS, machin, j'embarque de l'open source dedans, mais c'est pas moi. Alors, qui a cette obligation de prendre en compte les vulnes éventuelles qui viendraient de logiciels open source ou de bibliothèques open source? Là, quand toi tu fournis un logiciel à tes clients, c'est toi qui dois t'assurer que les vulnérabilités du logiciel sont bien traitées, que ça soit toi qui aies fait l'intégralité ou que tu t'appuies sur des librairies qui soient fournies par d'autres. Et donc, à partir de là, il faut évidemment s'assurer que les briques sur lesquelles on s'appuie ont aussi une gestion de vulnérabilité qui fonctionne. C'est marrant, quand c'est toi qui le dis, je pense que les gens vont plus écouter que quand c'est moi qui l'affirme. C'est marrant, hein? Je
Je pense que tu surestimes ma capacité de persuasion. Tu surestimes la mienne aussi, manifestement. Très bien, on passe au point suivant. Oui, avec plaisir. Donc, les deux autres dispositifs qui existent portent sur le DNS. Donc, le premier qui est défini dans l'article 64 et qui introduit un nouvel article qui est donc l'article 21-2-3 et donc qui donne à l'ANSSI des capacités d'intervention sur le DNS lorsqu'on a un nom de domaine qui est contrôlé par un acteur malveillant. Le texte distingue deux cas, et ça c'est un point qui est très important. Le premier cas, si le nom de domaine a été acheté ou disons a été réservé par l'attaquant à des fins uniquement malveillantes. Donc typiquement quelqu'un qui aurait acheté ANSSI avec 3s.fm par exemple et qui l'utiliserait pour faire du phishing à destination des agents de l'ANSSI ou à destination des organismes de l'État français et uniquement à cette fin-là. Donc ça c'est le premier cas. Et le deuxième cas c'est un nom de domaine dont l'usage a été détourné, donc un nom de domaine légitime et puis qui est utilisé par un attaquant parce que soit il a pris le contrôle du nom de domaine, soit parce qu'il a pris le contrôle d'une infrastructure sous le nom de domaine. Donc on va pouvoir agir dans les deux cas sur les noms de domaine. Si le nom de domaine a été réservé uniquement à des fins malveillantes, à ce moment-là, l'ANSSI va pouvoir faire trois choses. La première, c'est de demander le blocage du nom de domaine, que ce soit auprès des fournisseurs d'accès Internet ou auprès effectivement des gestionnaires de nom de domaine. Le deuxième cas, c'est on va pouvoir demander sa redirection vers une page neutre, donc juste pour le désactiver et pouvoir éventuellement afficher un message comme quoi le nom de domaine a été neutralisé. Et puis le troisième point, c'est on peut le rediriger vers un serveur qui est maîtrisé par l'ANSSI pour mieux comprendre comment travaille l'attaquant et détecter des victimes. Il y a plein de questions, j'expliquerai la deuxième cas après. Peut-être juste une question sur justement les gestionnaires de nom de domaine. Est-ce que ça marche exclusivement avec les gestionnaires de nom de domaine français ou aussi du coup à l'international? Et voilà en fait la question un petit peu subsidiaire, quid de la coopération internationale sur ce type de sujet? Alors la loi française s'applique uniquement sur le territoire national, donc elle s'applique uniquement auprès des acteurs nationaux. Mais en fait un nom de domaine on va pouvoir agir. Quand je dis des gestionnaires de nom de domaine, il faut comprendre il y a soit il y a les registrars, donc ceux qui gèrent les noms de domaine de premier niveau. Ceux-là ils peuvent être de droit national. En France on pense à l'AFNIC par exemple qui gère le .fr et puis un certain nombre d'autres noms de domaine de premier niveau français. Et puis il va y avoir aussi les bureaux d'enregistrement, par exemple OVH ou d'autres sociétés de cette nature-là. Et eux, ils vont pouvoir enregistrer des noms de domaine qui sont pas forcément auprès de registres, ça peut être des registres non français. Donc en fonction des cas, on pourra agir auprès de différents acteurs de cette nature-là, mais qui doivent tous être évidemment de droit français. Du coup, le deuxième cas, c'est les noms de domaine qui sont contrôlés par un attaquant, mais qui ont été réservés qui n'ont pas été réservés à des fins malveillantes. Ils ont été réservés de bonne foi pour un usage légitime. Et à ce moment-là, l'ANSSI peut effectivement demander le blocage ou la redirection vers un serveur neutre pour indiquer que le nom de domaine a été neutralisé. Mais elle ne peut le faire qu'après avoir échangé avec le propriétaire légitime du nom de domaine et lui avoir laissé le temps de prendre les mesures pour mettre fin à la menace. Et on ne peut prendre ces mesures-là que si on est dans le cas où il n'arrive pas à prendre les mesures ou qu'il ne peut pas le faire. Et on ne peut pas faire de redirection vers un serveur contrôlé par l'ANSSI parce que comme on est sur un nom de domaine légitime qui a été détourné par un attaquant, le législateur a estimé que le risque était trop important que l'on puisse accéder à des données qui sont des données légitimes d'utilisateurs sur Internet, alors que dans le cas d'un nom de domaine contrôlé par un attaquant, on n'est que sur l'activité malveillante associée à l'action de l'acteur. Ça, c'est un point qui est très important. Et tout ce dispositif que je viens de vous décrire est mis en œuvre avec un contrôle assez important de l'ARCEP en tant qu'autorité administrative indépendante
qui vérifie qu'on respecte la loi dans la mise en œuvre de ce dispositif comme ceux qu'on a décrits tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une notion de délai raisonnable d'intervention, typiquement dans le cas d'un site légitime qui se serait fait compromettre par un attaquant? Si l'entité légitime n'agit pas dans un délai raisonnable, est-ce qu'il est possible que l'ANSSI décide que voilà, on lui a laissé suffisamment de temps et que là, en l'occurrence, on ne fait qu'augmenter l'exposition à la menace, donc l'ANSSI doit intervenir? Alors, l'ANSSI, on doit leur donner un délai pour mettre en œuvre. Quand on leur demande de mettre fin à la menace, on leur donne un délai. Ce délai ne doit pas être inférieur à 2 jours. Donc, la loi, donc on peut mettre un délai plus long, mais on peut pas mettre un délai plus petit. Donc ça, c'est un point qui est important. Et puis après, évidemment, il y a une appréciation de notre part sur le fait de mettre un délai adapté, eu égard à la complexité des opérations, et puis aussi évidemment à la menace et au risque qu'elle fait peser le temps qu'elle maîtrise le système d'information. Moi, je voulais juste rajouter en commentaire, quand j'ai eu le plaisir de lire le projet de LPM 2023, c'est qu'à un moment, c'est une sorte de système légal de DNS menteur qui est mis en place, sauf que, on me l'a assez rappelé et tapé dessus, sauf que c'est pas menteur au détriment du user. C'est-à-dire que si je vais sur un nom de domaine compromis et que tout le dispositif légal s'applique, moi, user, je saurais qu'il y a une redirection quelque part. Donc c'est pas du DNS menteur au sens où on l'entend de manière un peu courante. Tu confirmes, Mathieu ? Oui, surtout la grosse différence par rapport à d'autres dispositifs, c'est que là, le but, c'est pas d'empêcher l'utilisateur d'accéder à une ressource pour une raison ou pour une autre, mais c'est de le protéger contre quelqu'un qui cherche à mener une action malveillante contre son système d'information. L'usager n'a pas nécessairement intérêt à contourner ce dispositif-là, alors que c'est un argument assez courant contre d'autres dispositifs. Très bien, Mathieu, est-ce que tu souhaiterais apporter le mot de la fin ? Il en reste un, de dispositif, mais on peut arrêter là. Si il en reste un. Eh oui, c'est un cauchemar. Il en reste encore un. Article 65. Exactement. Donc l'article 65, le dernier dont on parle ce soir, donc ça c'est un article qui nous permet de récupérer les caches DNS auprès des opérateurs de communication électronique et en fait de tous les acteurs qui fournissent des systèmes de résolution à des abonnés. C'est un article qui est extrêmement intéressant parce que derrière, on va avoir accès pas du tout aux requêtes qui sont faites par les usagers, mais aux informations de cache DNS à un instant donné, c'est-à-dire savoir que le 18 septembre à 12h30, le nom de domaine nolimitsecu.fr résolvé vers telle adresse IP. Et donc ça, c'est des informations qu'on va avoir et qui vont permettre, qui sont extrêmement utiles pour faire de l'analyse de la menace, pour découvrir des infrastructures attaquantes. Parce que, imaginons qu'on ait un nom de domaine attaquant.fr dont on sait qu'il est maîtrisé par un attaquant le 18 septembre à 20h. Il pointe vers une adresse IP 1234. Et en étudiant cette base-là, on va pouvoir récupérer les autres noms de domaine qui vont pointer vers cette adresse IP 1234. Et du coup, dans certains cas, évidemment pas tous, ça sera peut-être des noms de domaine qui sont également maîtrisés par l'attaquant. Et de manière réciproque, évidemment, en récupérant toutes les adresses IP vers lesquelles un nom de domaine maîtrisé par un attaquant pointe, on pourra imaginer qu'ils sont des adresses IP qui sont maîtrisées par l'attaquant. Alors, évidemment, il faut compléter les analyses avec d'autres éléments. Et du coup, ça permet de découvrir une part importante de l'infrastructure. C'est des données avec lesquelles on travaille déjà aujourd'hui parce qu'elles sont vendues par certains éditeurs étrangers, mais on ne connaît pas leurs sources, on ne sait pas auprès de quels opérateurs de communication électronique ils ont récupéré ces systèmes de résolution. Avec cet article-là, nous on pourra le demander du coup aux opérateurs de communication électronique français, et ça sera très bien parce que du coup on aura une vision telle que les voient les internautes en France, c'est-à-dire finalement les entités dont on doit assurer la cyberdéfense, et du coup de voir comment les attaquants présentent les infrastructures à ces utilisateurs-là.
Mathieu, si tu devais parier sur un article de la prochaine LPM qui viendrait en complément de cette version, que penses-tu que ce serait ? C'est une bonne question. Je pense qu'un jour, je sais pas si ce sera dans cette LPM ou dans une autre, mais se posera la question des opérations de démantèlement de botnets, typiquement, où il faut faire du nettoyage parfois massif sur des équipements, etc. Aujourd'hui, c'est pas prévu ou c'est pas facile à mettre en œuvre dans la loi. Et donc peut-être qu'un jour, ce sera une évolution qui sera utile si jamais c'est une activité qui devait se développer. Ce serait un exemple de texte qui pourrait être intéressant, mais c'est sans doute pas le bon moment aujourd'hui. On a déjà pas mal de choses à faire avec tous ces textes-là. Jamila, tu as encore une question ? Alors du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si, en parallèle de ça, il y a des ressources associées, parce que c'est toujours chouette d'avoir un mandat élargi. En revanche, évidemment, ça demande du budget, ça demande des équipements, ça demande avant tout des ressources humaines. Donc, quelle est un peu la vision pour l'ANSSI par rapport à ces aspects-là et par rapport à la LPM et sa mise en application. Et aussi, je suis toujours curieuse de savoir, ça a l'air assez avancé finalement comme disposition. Et comment se positionne-t-on en Europe par rapport à cette dernière LPM et par rapport à la manière dont on anticipe un peu la menace cyber ? Alors, pour répondre à ta première question, donc en matière de budget, donc la loi de programmation militaire, si elle prévoit bien le budget pour les armées, elle ne prévoit pas de budget ni de ressources humaines pour l'ANSSI, parce que c'est pas l'objet de cette loi. L'ANSSI est dans les services de la Première ministre, et donc à ce titre-là, les budgets et les ressources humaines sont prévus dans d'autres textes, et en particulier dans le projet de loi de finances générale de l'État qui est voté chaque année en fin d'année. Donc il y aura ça, on fait une planification par ailleurs au niveau de l'ANSSI pour évidemment prendre en compte les nouveaux besoins, que ce soit ceux qui sont prévus par la loi de programmation militaire ou par d'autres dispositions, typiquement mises de. Mais c'est vraiment traité par ailleurs. Donc c'est souvent une question qui revient d'ailleurs sur la loi de programmation militaire, mais voilà, ça concerne vraiment le ministère des Armées et pas nous, de ce point de vue-là. Et après, sur comment on se positionne en Europe, c'est un petit peu, c'est une question qui est peut-être un peu difficile à traiter, mais moi je pense qu'il y a un élément fondamental dans le modèle français qu'on retrouve un petit peu dans le modèle allemand, mais pas forcément dans beaucoup d'autres pays, qui est une séparation très forte entre les activités de renseignement, la lutte informatique offensive, donc tout ce qui va être cyberattaque, les services qui peuvent faire des cyberattaques, et puis les rôles de l'ANSSI qui sont vraiment d'assurer la cyberdéfense du pays. Donc on a vraiment fait une séparation forte entre d'un côté l'offensif et de l'autre côté le défensif. Et ça c'est quelque chose qui est très important parce que les textes que je vous ai présentés aujourd'hui, ils sont possibles uniquement parce que l'ANSSI n'a que ce rôle défensif. On peut traiter des vulnérabilités avec les éditeurs. On n'a pas d'arrière-pensée. C'est pas notre rôle de faire autre chose que d'accompagner les éditeurs pour corriger et informer leurs usagers qu'il y a des vulnérabilités. On fait pas de recherche de zero day pour d'autres exploitations. Quand on va analyser le trafic d'un attaquant sur un de ses serveurs contrôle-commande, on ne fait ça uniquement pour identifier comment il travaille et comment identifier des victimes pour pouvoir faire cesser l'attaque vis-à-vis de ces victimes. On n'est pas un service de renseignement, donc on ne cherche pas à identifier l'attaquant. On n'est pas un service judiciaire, on ne cherche pas à mener des poursuites à son encontre. Et ça, c'est une séparation qui est fondamentale, et c'est ce modèle-là qui permet d'avoir des articles comme ceux dont on n'a pas parlé aujourd'hui, qui permettent à l'ANSSI, je pense, de vraiment bien faire sa mission, de bien répondre à sa mission, et qui ne serait sans doute pas acceptable dans un contexte où il n'y aurait pas cette séparation franche.
Alors Mathieu, tu as participé à l'élaboration de ce projet. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris dans le process justement d'élaboration? Alors effectivement, donc j'ai eu la chance de participer au projet depuis longtemps. Donc on était toute une équipe au niveau de l'ANSSI avec une équipe avec des juristes et puis des profils peut-être un peu plus techniques comme le mien à travailler ensemble pour élaborer ces textes et puis les accompagner tout au long du processus. Donc il commence évidemment par des échanges avec l'ensemble des ministères concernés, puis une présentation au Conseil d'État, et puis après on commence le processus d'échange avec les parlementaires. Donc le texte est présenté au Parlement par le gouvernement. Il est passé d'abord à l'Assemblée nationale, donc d'abord en commission, et puis après dans l'hémicycle, et puis la même chose au Sénat. C'était vraiment très intéressant de voir tout ce processus et de voir à quel point les différentes étapes accompagnent pour arriver à un bon texte. Et puis on voit vraiment le processus démocratique fonctionner. Donc le Conseil d'État arrive avec son rôle d'expert pour améliorer le texte sur le plan du droit, vérifier la compatibilité du texte avec le droit national, le droit international. Et puis après, quand on va au Parlement, à ce moment-là, on rentre évidemment dans une analyse beaucoup plus politique. Et moi, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué dans les échanges avec les parlementaires. Le premier point, c'est qu'ils sont tous extrêmement sensibles à la protection des données à caractère personnel. Et c'est vraiment un sujet sur lequel ils étaient extrêmement sensibles. Évidemment, ils souhaitent avoir que l'ANSSI que les textes soient vraiment bien proportionnés avec un contrôle fort sur les actions qui sont menées par l'ANSSI. Donc ça, c'est vraiment une excellente chose. Et puis le dernier point qui m'a beaucoup marqué, c'est que il y a une confiance extrêmement forte des parlementaires dans l'ANSSI. Ils comptent vraiment beaucoup sur l'agence pour assurer la cyberdéfense du pays. C'est à la fois quelque part c'est un honneur, et puis d'un autre côté ça oblige beaucoup. Donc j'ai eu effectivement le plaisir d'assister au débat parlementaire, et quand on entend les parlementaires dire beaucoup de bien de l'ANSSI de manière répétée, ça met un petit poids sur les épaules derrière quand on retourne travailler. Mais c'est un bon poids sur les épaules. Voilà. J'ajoute, et c'est félicitations aux équipes de l'ANSSI, c'est que le texte a été très peu modifié pendant les débats à l'Assemblée et encore moins au Sénat. Et il y a eu un véritable arbitrage. J'ai assisté en replay, mais j'ai assisté à la séance à l'Assemblée nationale complète, et il y a eu une vraie volonté des politiques d'accorder des garanties supplémentaires là où les parlementaires le demandaient. D'où un rôle qui a été renforcé au profit de l'ARCEP et l'introduction des visées des décrets à venir par la CNIL. Donc il y a vraiment une volonté politique le texte a été adopté à 95% sans modification parlementaire, donc c'est quand même une belle validation du travail préparatoire de l'ANSSI, il faut le reconnaître. Mathieu, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin ? On a une évolution assez constante de la menace qui pèse sur les systèmes d'information de nos opérateurs d'importance vitale, des administrations, et puis plus largement de tous les opérateurs régulés. La dernière fois qu'on s'était vu pour parler loi de programmation militaire, on parlait presque pas de rançongiciel, par exemple, alors qu'aujourd'hui c'est devenu un élément déstabilisant. Donc on a dû faire, évidemment, il y a des évolutions qui ont été apportées par ces textes pour justement répondre à ces évolutions de la menace. Et moi je pense qu'on est bien armé pour pouvoir bien protéger nos concitoyens contre ce type de menace-là, et on pourra se revoir dans quelques années, parce qu'il faut laisser un peu de temps pour discuter de l'efficacité de ces dispositifs. Ce sera avec un grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Mathieu. Merci aux contributrices et aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé, et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au